c'est l'évolution. Il y a quelque chose d'essentiel qui reste et qui est passé à travers les âges, à savoir cette dimension où l'homme, effectivement, il y a des velléités, il y a la guerre, mais il y a quand même cette volonté d'aller rechercher cette dimension d'amour, cette dimension de paix. Et effectivement, il y a quelque chose d'antagoniste dans notre cerveau qui fait qu'on ne sait pas trop bien faire la part des choses, mais qu'au départ, on sait très bien que la vérité, c'est d'aller chercher la paix et cet amour qui est en nous tous. On ne sait pas trop bien comment gérer ça, mais en fait, le message de Maître Ueshiba, s'il était celui-là, je pense qu'il n'a pas été déformé. Bonsoir, merci à tout le monde d'être là, et particulièrement donc à Philippe et à Jean-François. Jean-François qui va animer, et puis distribuer la parole, les temps de parole. Et puis Philippe qui va apporter son expérience, et puis je vais essayer d'apporter la mienne. Et tous les gens qui sont dans ce petit débat peuvent porter la leur, évidemment. Donc on est presque à parité entre femmes et hommes, je n'ai pas compté, mais on ne doit pas être très loin. Donc c'est une bonne chose aussi. Et la dynamique de cet échange, de ce débat, n'est pas une conférence docte, mais plutôt des propositions d'expérimentation pour aller dans une dynamique que le titre de ce débat présente. Et donc Jean-François va nous exposer ça. L'idée centrale, c'est l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire des êtres humains au sein du reste du vivant dont ils font entièrement partie. Et quelle est la responsabilité individuelle de chacun de ces morceaux de vivant. Et dans le monde qu'on appelle les arts dits martiaux, je reviendrai sur les définitions de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de cette évolution déjà chronologique par rapport aux arts de guerre, notamment au Japon, et ceux que l'on connaît, puisque finalement, tout ce qu'on communique, c'est soit l'empirisme, soit les informations qu'on a reçues, et les informations qu'on a reçues, on ne sait même pas si elles sont correctes. Et l'empirisme, on ne sait pas du tout si on a perçu tout ce qu'on pouvait percevoir. Et on ne sait pas du tout ce que l'on pouvait percevoir. Alors on est un peu mal, parce que finalement, tout est tellement relatif qu'on marche un peu sur des œufs, mais c'est important d'avoir cette conscience-là dans chaque réflexion personnelle et chaque échange interpersonnel. Hein, voilà, je vois que... Oui, c'est juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, c'est tout le problème de la communication. Entre ce que je te dis et ce que tu reçois, je ne sais pas ce qui se passe. Ce que je reçois et ce que je filtre, ce que je comprends de ce qui est filtré, ce que je suis capable d'intégrer pour pouvoir le conscientiser, puis ensuite pour pouvoir m'en servir comme nourriture dans le quotidien, dans les attitudes, dans les comportements, dans les actes, dans les actions, dans la manière de penser, dans la parole, tous ces aspects qui font un humain d'être humain, et avec les autres, l'information initiale qui est donnée, il n'en reste pas beaucoup. Donc c'est vraiment important d'avoir une grande humilité concernant ce que l'on peut entendre, voir, ressentir, toucher, goûter, sentir, etc. Bon, par nos 6 sens. Et d'avoir une lucidité par rapport à ce processus-là. On en reparlera certainement. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, extrêmement essentiel que les humains prennent conscience de ça. Et ils arriveront à un niveau d'humilité allié à un niveau de lucidité. À ce moment-là, ils vont vraiment commencer à échanger et se s'entre-nourrir pratiquement. Bon voilà, je laisse maintenant la main, enfin le micro, à Jean-François. Justement, c'est sur cette tonalité,
c'est comment utiliser nos différents arts et les mettre au service de la paix et non de la guerre. Ça me semble intéressant qu'on commence par, en quelques mots, définir ce qu'était le Bujutsu, qui était donc les techniques de guerre. Et là, on parle bien de guerre. Et nous, aujourd'hui, à nos petits niveaux, on essaie d'instaurer la paix et non la guerre dans les échanges avec l'autre. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par définir ce qu'était le Bujutsu et à partir de là, voir comment on en est arrivé à développer l'aïkido, maintenant l'aïkidoï. Est-ce qu'on peut commencer, s'il te plaît, Daniel, par définir ce qu'était le Bujutsu, rapidement? Tu veux intervenir? Non, je te laisse la parole parce que je pense que sur ce sujet, tu es bien plus brillant que moi. Sur la brillance, parfois il y a beaucoup de poussière. Bien sûr que la poussière est vide comme tout le reste, mais chaque personne a une intelligence, des intelligences différentes, une vie différente, un ensemble d'informations différentes. Donc il est peut-être pas évident que j'ai plus d'informations à communiquer que toi. Bon. Alors, donc le Bujutsu Bu. La calligraphie Bu, bien sûr je me suis renseigné auprès de japonais là-dessus, ça signifie, il y aurait deux sens. Donc je dis il y aurait parce que quand je fais le perroquet, là je suis en train de faire le perroquet. Parce que je n'ai pas étudié vraiment tout ça. Donc j'ai posé la question à des japonais qui m'ont donné eux leur information. Donc je répète comme un perroquet. En général, je parle que par empirisme, c'est-à-dire je me suis mis dans des situations, je les ai expérimentées avec mon niveau d'intelligence au pluriel, avec tout ce que je pouvais et tout ce que je ne pouvais pas. Et ça crée une information, mais elle est relative, donc elle ne peut jamais être considérée comme une vérité universelle. Elle est seulement relative à un être à un moment donné qui est capable de, ou pas. Bien, donc, bout, il y aurait deux sens. Le premier, arrêter la lance. Donc on est vraiment dans un sens finalement conflictuel, où il est nécessaire d'arrêter une lance qui, sinon, touche et détruit. La seconde serait de déposer les armes. On pose les armes. Et jutsu, tout ce qui est le conflit, pour pouvoir dominer quelqu'un d'autre, soit le soumettre, soit l'oxyde. Donc voilà, là on aurait la base de notre conversation. Ensuite, ceci correspondait à un pays, à une époque. On va jusqu'au fin 19e. Courant du 19e, il y a au Japon une industrialisation qui commence à se réaliser, comme en Europe, comme aux États-Unis, enfin dans les pays qui mettent en œuvre tout ça. Je ne dis pas civilisé ou je ne dis pas industrialisé, hein, c'est encore un autre sujet. Et là apparaissent, donc après, au début du 20e, des gens qui mesurent que les samouraïs sont plus vraiment nécessaires. Il se passe autre chose, une autre organisation de société. Dans les conflits, les armes traditionnelles japonaises contre des balles qui filent à tant de km/h, ça ne sert plus à grand chose, sauf dans Matrix peut-être où il arrive à pousser des balles, etc. Mais en général, ça ne sert plus à grand chose. Il y a donc eu des grands conflits où ceci a été prouvé. D'ailleurs, il y a un Français qui était devenu samouraï, dont un film a été tourné qui s'appelle Le Dernier Samouraï. C'était un Français qui était parti là-bas. Voilà. Et là, on voit très bien ce basculement qu'il y a de civilisation du conflit et de la guerre. Et on continue à avancer dans le temps. Et là, il y a des gens comme Jigoro Kano qui se posent des questions. Alors, non, j'en sais rien s'ils se posent des questions. Faut pas que je dise n'importe quoi. J'ai lu des gens, et donc je répète encore une fois comme un perroquet.
Il s'avère qu'il y aurait eu des personnes qui seraient experts dans telle ou telle discipline de jutsu, notamment là je vais parler du jutsu. Ju veut dire souplesse. Je ne parle pas japonais, hein, j'ai simplement bégayé japonais pendant quelques temps pour essayer de comprendre un peu quelque chose quand je suis allé 2 fois au Japon et quand je suis venu à Kobayashi pendant 11 ans. Donc, Jujutsu, et un monsieur qui s'appelle Jigoro Kano. Et il dit que ce monsieur s'est interrogé justement sur la finalité de son jutsu et sur l'évolution de la société. Et il met en place, non plus un jutsu, mais une voie initiatique pour aller vers la souplesse relationnelle. C'est devenu Ju-Do, voie initiatique. C'est vraiment important ça, voie initiatique. C'est-à-dire que, maintenant je vais m'exprimer en fonction de mon empirisme. Empirisme, hein, ça signifie vécu, observation du vécu, intégration du vécu, compréhension absolue du vécu. Absolu, c'est presque de trop, puisque à chaque instant on apprend quelque chose. Je vois cela comme le fait de prendre conscience que les outils que l'on a ne sont plus adaptés tels qu'on les utilise au temps présent. Il y a eu complexification, il y a eu changement de société, de plus en plus de rapports humains qui changent, etc. On sort du Japon féodal pour arriver vers le Japon pré-industriel. Et la question a pu être, parce que j'ai lu, j'en fais un parallèle avec mon empirisme, et si tous ces outils pouvaient développer chez l'être humain une autre manière d'être ensemble. Et on sort du jutsu pour aller vers la voie initiatique d'évolution individuelle et relationnelle des êtres humains pour développer tel ou tel aspect. Voilà, je vais laisser la parole à Philippe qui a le mot. Non, mais c'est juste pour résumer ce que tu viens de dire, tout se résume à une prise de conscience. Donc effectivement, au début, il y a des arts guerriers, l'homme est comme il est guerrier, il faut conquérir le territoire, il jalouse son voisin et il veut s'emparer de ses biens. Voilà. Donc ce n'est que par des prises de conscience que les changements peuvent avoir lieu, alors que ce soit dans les centres très anciens que dans notre société contemporaine, que l'on peut faire ces mêmes constats. Donc, une conscience peut amener au changement, uniquement par ce biais-là. Il me semble que ça passe par ça en premier. Une prise de conscience va amener une autre voie. Et donc, pour rester dans le thème de ce soir, O-Sensei a été précurseur dans ce sens, puisque quand il décide de développer l'aïkido, très vite, ça s'est appelé l'art martial de la paix. Il voulait surtout la paix sur Terre plutôt que de créer le conflit. Donc, il voulait simplifier la relation à l'autre. Moi, je ne l'ai pas connu, donc voilà. J'ai pratiqué dans 5 écoles différentes, mais je ne l'ai pas connu, donc je ne peux pas parler, je ne sais pas. Par contre, dans ce processus de jutsu transformé en do, que ce soit des techniques comme le kenjutsu qui est devenu le kendo, etc., et apparemment d'Aitoryu qui est ensuite Aikijutsu, etc. Bon. Je pense qu'au sensei, il y a quelque chose de particulier. Là, par contre, je m'autorise à en parler en tant que témoignage des expérimentations de Nirvana et de Satori qui ont été vécues. Et j'ai lu, relu ce que l'on a écrit à propos de, vous savez, ce corps de lumière qui engendre une dimension de paix, etc. Bon, pour moi, c'est pas le Nirvana, mais c'est un stade juste avant. Et ça, c'est un stade qui est vraiment extrêmement important. Parce qu'il y a à ce moment-là un effacement de la perception
des productions mentales. Je veux dire par là que lorsqu'on est à ce stade de réalisation mystique, la notion de je, c'est-à-dire nos informations personnelles conscientes, dans lesquelles on croit étant nous-mêmes, ce fameux moi, à ce moment-là, ça disparaît. Et c'est une autre dimension qui se passe. Et ça disparaît. Alors ça change complètement tout. Parce qu'à ce moment-là, quand vous regardez après un autre être humain, vous savez que cet être humain, finalement, il est fait pareil. Il est semblable tout en étant différent. Donc, dans cet état-là, il y a quoi? Il y a une dimension qui est une dimension de... Il n'y a plus de dualité, une dimension d'amour. Et il me semble que ça a commencé vraiment à basculer à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a plein de paroles de paix, etc. Quand on lit, il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle Héritier de Sensei. Je suis allé chercher un maximum de phrases qui auraient été traduites. Je ne sais pas si elles sont bonnes, encore une fois, mais je prélève, je regarde. Et puis je mets en parallèle des expérimentations psychologiques, psychiques et comportementales pour pouvoir essayer de se mettre en expérimentation, donc, pour voir si effectivement on est vraiment dans ce qui a été proposé ou pas. Voilà, je te laisse la parole, je continuerai. Oui, c'est juste pour rebondir sur tes propos. Donc effectivement, toi tu dis je n'ai pas connu Maître Ueshiba, et donc à travers mon expérience, il me semble que ça et ça se dégage assez essentiel. Néanmoins, tu as passé quand même de nombreuses années, si je peux dire, à la source des arts martiaux, puisque tu as vécu au Japon auprès d'un grand maître. Moi, de mon côté, je n'ai qu'une expérience locale ici dans le sud-ouest de la France. Néanmoins, même si les choses peuvent se déformer, puisque en communication, un message peut se déformer, il y a quelque chose d'essentiel qui reste et qui est passé à travers les âges, à savoir cette dimension où l'homme, effectivement, il y a des velléités, il y a la guerre, mais il y a quand même cette volonté d'aller rechercher cette dimension d'amour, cette dimension de paix. Et effectivement, il y a quelque chose d'antagoniste dans notre cerveau qui fait qu'on ne sait pas trop bien faire la part des choses, mais qu'au départ, on sait très bien que la vérité, c'est d'aller chercher la paix et cet amour qui est en nous tous. On ne sait pas trop bien comment gérer ça, mais en fait, le message de Maître Ueshiba, s'il était celui-là, je pense qu'il n'a pas été déformé. Il y a quelque chose d'essentiel dans le message qui est préservé.